Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai vu Avatar, La Voix de l'eau. Et quoi en penser? Eh ben, j'ai beaucoup plus apprécié que le premier Avatar. Donc voilà, ça y est, 13 ans après, James Cameron revient avec ses Schtroumpfs bleus sur la planète Pandora. Donc vous savez ce que je pense du premier Avatar, j'en avais fait une critique. Il avait des qualités, hein, c'était surtout des qualités techniques, mais il avait beaucoup de défauts au niveau de son scénario et ses leçons de morale écologique encore, son aversion pour l'être humain qui détruit tout sur son passage, qui est vraiment très, très, très méchant, qui détruit la nature, la planète, qui va nous foutre au fond du gouffre, hein, très clairement. Donc je suis allé voir Avatar: La Voix de l'eau, sans en attendre grand-chose. Je m'attendais encore à une histoire, d'écologie, sur fond de leçons de morale, gnangnantes, avec des plans interminables, sur la nature, l'écosystème, sur, ces méchants venus du ciel pour détruire, la faune, la flore de la planète sans concession et ces pauvres indigènes, ces Na'vis, qui sont là en plein milieu, qui se font massacrer aussi, qui sont en communion avec la nature, ont réussi à comprendre la nature, qui vivent en harmonie avec elle, en connexion totale avec la faune et la flore. Donc on va être clair, hein, on a exactement la même chose ici, mais il y a eu beaucoup d'améliorations quand même. Donc on va parler de la technique, hein, en premier, parce que si on va voir Avatar, c'est surtout pour la technique, pour en prendre plein les yeux. Et bah de ce côté-là, hein, aucune surprise. James Cameron, ça reste le patron dans ce domaine. Et ouais, c'est du jamais vu, hein, faut dire ce qui est. Le premier Avatar était déjà du jamais vu. Là, c'est poussé, à l'extrême, on n'arrive plus à différencier, les effets spéciaux, les CGI, on en prend plein les yeux pendant plus de 3 heures. Le spectacle est total, c'est magnifique. Il faut le dire, c'est magnifique. Moi, je l'ai vu en HFR donc, avec certains passages, qui sont donc filmés en 48 images par seconde au lieu des 24 images par seconde habituelles, dans le cinéma et effectivement, je pense que c'est dans ce format qu'il faut le voir et je trouve même dommage qu'il n'ait mis que certains passages en 48 images par seconde, donc les passages où il y a beaucoup d'action pour que l'action reste très lisible, que ça fasse pas ces effets de flou de caméra, quand, il y a des gros mouvements de caméra et j'aurais aimé en fait que le film soit entièrement filmé en 48 images par seconde. Parce que finalement on s'habitue, l'œil s'habitue à ce format-là et quand le film repasse en 24 images par seconde, là, on a l'impression que finalement c'est saccadé, qu'il y a des ralentis, du coup c'est assez perturbant et ça aurait finalement été plus judicieux, je pense, de le laisser entièrement en 48 images par seconde. Je sais qu'il y en a qui se sont plaints par rapport au film Le Hobbit, qui lui était filmé en 48 images par seconde lui aussi. Et effectivement, moi aussi, quand je l'avais vu au cinéma, ça me faisait bizarre à voir, parce qu'en fait, le film n'est pas bourré d'effets spéciaux comme les Avatar. Avatar, c'est littéralement un film en CGI complet. Et sur Le Hobbit, ça faisait, assez téléfilm finalement et j'avais beaucoup de mal, mon œil avait eu beaucoup de mal à s'habituer à ce 48 images par seconde. Alors que là, non, pour Avatar, je pense que c'est le format qu'il faut pour son intégralité. Ensuite, pour l'incrustation des CGI, c'est juste parfait, ce que je voulais que je vous dise, on peut pas dire autre chose que c'est parfait, c'est magnifique. Tout le monde dit: «Oui, on voit les pores de la peau, c'est trop bien». Mais oui, effectivement, on voit les pores de la peau et c'est trop bien, on voit les poils, la texture de la peau, le grain de la peau. C'est juste splendide, James Cameron a mis 10 ans dans la gueule, à tous les films qui sortent actuellement, ça va être difficile de le dépasser pendant les 10 prochaines années, je pense. Déjà quand le film démarre et qu'on se retrouve donc dans la forêt des Omaticaya qu'on connaît, hein, par rapport au premier Avatar, déjà on voit du changement. Rien qu'au niveau de la flore, ça fait, plus naturel. On a l'impression d'être dans une véritable forêt, alors que dans le premier Avatar, on sentait quand même que, bah, c'était faux, hein. Ça sonnait quand même assez faux, même si c'était très, très bien fait. Là non, c'est juste bluffant, on a l'impression que c'est une forêt qui est partie sur une autre planète et qu'il a filmé une forêt qui existe réellement sur une autre planète. Par contre, il y a toujours ce petit souci au niveau, de la texture, des animaux, hein. On les voit très rapidement, on les voit pas beaucoup, hein, dans ce film, les animaux de la forêt. Je parle de la forêt, juste de la forêt. Ils ont encore cette texture assez plastique, hein, surtout, les sortes de chiens là, les chacals, ça fait vrai plastique brillant, ça a pas été amélioré je trouve. Mais heureusement, on ne les voit pas tant que ça. Mais par contre, les animaux qui sont dans l'océan, alors eux, par contre, ils sont tous hyper réussis, hein. La texture de la peau des baleines, des sortes de requins ou même des montures, hein, parce que je parlais aussi des montures, dans le premier Avatar que je trouvais que la texture de la peau, ça rendait pas très bien. Là non, franchement c'est nickel, tout est parfait en fait. Mais ce qui est vraiment, vraiment bluffant, c'est la physique de l'eau.
C'est un des effets spéciaux qui est le plus difficile à faire, hein. Bah, là, pareil, c'est magnifique. Surtout le fait de voir, l'eau qui ruisselle, en fait, sur la peau, des navis, qui coule dans leurs cheveux, les gouttelettes, sur les cheveux, ouais, c'est juste hallucinant. C'est d'un réalisme fou et au-delà de parler de la technique pure, il filme des plans, des panoramas qui sont magnifiques. Vraiment, la planète Pandora est sublimée et elle est encore plus sublimée dans son côté océan. James Cameron est un amoureux de l'eau, de l'océan et finalement, bah, c'est quand il filme l'océan qu'il s'en sort le mieux. Donc voilà, techniquement, c'est irréprochable, c'est une claque visuelle. Je conseille de voir ce film rien que pour son côté visuel. C'est une claque, c'est du jamais vu et je pense que c'est quand même quelque chose à voir au cinéma, même si le scénario, comme dans le premier, n'est pas si fou que ça. On retrouve donc Jake Sully, quelques années après, qui est en couple avec Neytiri, qui a eu des enfants avec elle. Ils vivent pacifiquement dans leur forêt et d'un seul coup, bah, les gens venus du ciel qui étaient partis décident de revenir. Comme ça. Et rien que leur arrivée, hein, ils font pas dans la dentelle, hein, c'est les vaisseaux qui se posent sur la planète, les réacteurs, ça fait, brûler toute la forêt. Les animaux, ils crèvent dans les flammes, vraiment, c'est le démon qui arrive, quoi. Et à la grande surprise, le colonel Quaritch, donc le méchant du premier Avatar, qui ressemblait au chef des Small Soldiers, et ben, ils ont transféré son âme, ses souvenirs dans un avatar qui lui ressemble aussi et il décide de se lancer à la poursuite de Jake Sully, le leader, le Tolomacté comme ils disent, pour, le tuer et aussi pour se venger de Neytiri, hein, qu'il avait tué dans le premier Avatar. Et là, à ma grande et bonne surprise, il est beaucoup moins cliché que dans le premier Avatar. Bah, déjà, en fait, il a pas sa gueule, de Small Soldier, hein, avec, les balafres sur la gueule, et il a pas tous ces discours, «Oui, on n'est plus dans le Kansas». Enfin si, il dit la phrase: «On n'est plus dans le Kansas», mais ça s'arrête là. Il dit plus: «Oui, tout ce qui est sur cette planète est là pour vous gober, il faut pas faire de concessions, il faut tuer tout le monde», Là, il est quand même beaucoup plus nuancé. Je vais spoiler un peu, mais donc ça, on l'apprend dès le début. Son fils était resté sur Pandora et il vit, parmi les Na'vi, donc il s'appelle Spider et en fait, il essaye un peu dans le film de renouer un lien avec son fils, et j'ai trouvé du coup qu'il y avait un meilleur relationnel, dans les personnages. C'est beaucoup moins manichéen que le premier Avatar. Même, au niveau de chez les Na'vi, hein, au niveau de chez les gentils, c'est moins manichéen. On est moins dans le côté, on a les gentils qui sont d'un côté, les méchants de l'autre et terminé, ça s'arrête là. On sent que James Cameron, il a cherché à nuancer un peu plus son récit et je peux vous dire que, bah, le l'avatar du colonel Quaritch, bah, c'est mon personnage préféré du film. Parce que finalement, je trouve que c'est celui qui est le plus travaillé. Bon, évidemment, ça reste un gros connard, hein, mais voilà, je trouve qu'il est beaucoup mieux amené. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que là, on le voit vraiment en action, hein. C'est vraiment le commando pur, qui est à la tête de son petit groupe, qui chasse le Navi. Et du coup, j'ai trouvé l'approche du film plus adulte que le premier, plus mature. Et il a un côté, surtout dans la dernière partie, beaucoup plus sombre, hein. D'ailleurs, je l'ai trouvé beaucoup plus violent. Là, les humains, ils se prennent des flèches dans la gueule, on voit, ils se font empaler et tout. Il y a même un bras qui se fait arracher, qui part à l'eau. Donc ouais, il est beaucoup plus dark, je trouve, y compris au niveau du scénario, hein, il est beaucoup plus surprenant au niveau de la fin et donc surprenant du bon côté, hein, parce que ça c'est plus mature, plus dark, plus sombre et personnellement, j'étais beaucoup plus touché par les histoires de chacun des personnages que dans le premier Avatar où finalement ça se contentait d'un homme, qui, juste renie sa propre espèce, parce qu'il veut sortir de son fauteuil roulant et qui finalement il tombe amoureux d'une autochtone, ça se fait des bisous bisous, pendant, presque, plus des 3 quarts du film, hein et on a plus ce côté où il faut que le personnage apprenne à faire corps avec la nature, avec les animaux, qu'il fasse communion avec eux, qu'il faut qu'il apprenne la langue et cetera, Là, ça va beaucoup plus vite de ce côté-là, parce que moi, c'est vraiment ça qui me gonflait dans le premier, c'était vraiment gnangnan et je me sentais pas du tout touché par l'histoire de Jake Sully. Alors que là, oui, parce que ça ne concerne pas que Jake Sully, ça concerne sa famille entière. Jake Sully, il a encore un rôle très important, mais ça n'est pas le rôle principal du film. Le rôle principal du film, c'est la famille dans son ensemble. Et forcément, si on mêle les enfants là-dedans, si on est père de famille, on se sent beaucoup plus concerné. Et j'ai donc trouvé les enjeux du film beaucoup plus prenants. On peut encore reprocher le fait que ce sont encore les êtres humains qui sont très très méchants, qui arrivent, qui veulent encore détruire la planète, s'accaparer ses richesses. On n'en a rien à foutre de l'écosystème, de la nature, en piétinant tout sur son passage. On a d'ailleurs un passage avec une baleine où c'est vraiment, vraiment très appuyé, hein. Là, on est à un niveau de cruauté extrême. Et puis, il n'y a pas de demi-mesure, hein, c'est vraiment tous des salopards. Sauf, comme je le dis, le colonel qui, à un moment, a des accès de conscience, grâce notamment à la présence de son fils. Et finalement, heureusement qu'ils ont rajouté ce côté un peu plus nuancé chez ce personnage-là, parce que alors tous les autres, c'est vraiment tous des enfoirés. Et comme je le dis, c'est vraiment très très appuyé. À un moment donné, voilà, il chasse la baleine et c'est uniquement pour récupérer une petite fiole de substance qui se trouve dans son cerveau.
Et il y en a un qui dit: «Mais après vous balancez tout à la mer?» L'autre il regarde: «Ouais, ouais, on s'en bat les couilles, on balance tout à la mer». On le sait que l'être humain était méchant, qu'il chasse, les animaux, par pure, cupidité. Mais il y a aussi des êtres humains qui sont bons, hein, l'être humain ne fait pas que des saloperies dans sa vie. Il fait aussi des belles actions en ce qui concerne la nature, les animaux. Il ne se contente pas de détruire, parce que là, c'est vraiment l'image qu'on se fait dans le film, quoi, hein. C'est que l'être humain est là pour détruire, uniquement détruire. Et ce que James Cameron est en train de nous dire, c'est qu'il faut qu'on se rapproche de la nature, qu'on revienne à nos états primaires, qu'on refasse plus corps avec la nature, qu'on essaie de comprendre la nature, les animaux. Oui, on le sait, mais la technologie, ça reste quand même très important. Ne serait-ce que pour faire ton film. Si tu n'avais pas eu la technologie qu'on a aujourd'hui, bah, ton film il n'aurait pas pu sortir. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup apprécié le visuel de la technologie humaine dans le film, hein. Les mechas, ils sont tous splendides. Les hélicoptères, les bateaux. Là, c'est vraiment le James Cameron que j'aime quand je regarde ça. Pareil, tous les designs, ça me fait penser un peu au vaisseau de Aliens. Et c'est vraiment pas pour me déplaire, hein. Après, ce que je peux reprocher, c'est que le film est quand même long, hein. 3h10, c'est hyper long pour un scénario comme ça. Parce que finalement, ça ne raconte pas grand-chose. Ça raconte juste la traque de Jake Sully par le colonel Quaritch et les humains. Et 3h10 pour ça, je pense qu'ils auraient pu enlever ouais, facile 20 minutes. Au moins 20 minutes, près, voire une demi-heure. Parce qu'au milieu du film, on a un gros ventre mou. Et ça se contente en fait juste de faire des plongées sous-marines, d'admirer les fonds marins, les poissons, les baleines. Le fils de Jake Sully qui se lie d'amitié qu'une baleine, bon c'est mignon. Mais j'ai pas compris comment il communique avec... Alors peut-être que la baleine, elle arrive à le comprendre, parce qu'apparemment sur Pandora, les baleines sont hyper intelligentes, plus intelligentes que l'être humain. Alors oui, peut-être qu'elle peut comprendre sa langue, ou comprendre son langage des signes, mais j'ai pas compris comment le fils de Jake arrive à comprendre la baleine. Parce qu'elle lui parle dans son langage de baleine, hein, avec des... Et lui, il arrive à comprendre. Ah oui, machin a été enlevé, oui, non, t'as été attaqué, ah oui, t'as été banni de ton clan. Et on dirait un peu la série Flipper le dauphin, vous savez, quand le dauphin là, il faisait ses couinements et tout le monde le comprenait. Bah là, c'est pareil. Et c'est en mode ta gueule, c'est magique, quoi. Donc oui, c'est un peu dommage. Et puis oui, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de séquences avec sa baleine où il se balade avec elle. Et puis on voit tous les autres qui se lient avec les poissons et tout. Ils apprennent à respirer sous l'eau. Et bon, c'est gentil, mais c'est long. Il aurait fallu raccourcir un peu quand même. Même si j'apprécie quand même de voir ces belles images, parce que c'est quand même des images magnifiques, mais ça fait quand même un peu trop contemplation d'aquarium, quoi. Par contre, la dernière partie est juste fantastique. Et là, oui, là, j'ai retrouvé mon James Cameron que j'aimais dans les Terminator 2 et dans Abyss. Donc en gros, la dernière partie est une énorme scène d'action qui ne prend pas le temps de respirer, hein, comme les scènes finales de Terminator 2 ou Aliens. Et là, je vous garantis qu'on ne voit pas le temps passer. Et James Cameron, il mélange un peu tout ce qu'il savait faire dans ses anciens films, hein. On a du Titanic, on a du Abyss, du Terminator. Donc ça se déroule dans un bateau qui coule et on retrouve un peu les mêmes séquences que dans Titanic, avec l'eau qui monte, ou même dans Abyss, hein, avec, oui, ils se retrouvent piégés, au bout d'un moment, ils peuvent plus respirer. Et on entend même presque les grondements qu'il y avait, vous vous rappelez, dans le premier Titanic, les grondements du bateau qui se tordait sous la pression de l'eau. Et bah là, on a presque les mêmes sons. Et ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de retrouver ce James Cameron là, quoi. Et donc, j'ai trouvé vraiment l'histoire beaucoup plus intéressante à suivre. Je me suis pas franchement ennuyé, hein, peut-être un petit peu vers le milieu, comme j'ai dit, avec toute cette contemplation de la vie sous-marine et l'autre avec sa baleine là. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment pas trop senti le temps passer. Et à la fin du film, j'ai presque eu envie d'un deuxième visionnage. Parce que finalement, je me suis dit, là, James Cameron, il m'a surpris. Je m'attendais à avoir un truc encore aussi gnangnan que le premier Avatar et aussi manichéen. Et non, quand même, on sent qu'il cherche à approfondir son récit et qu'il l'améliore. C'est vraiment une amélioration du premier Avatar. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de scènes d'action dans ce film-là que dans le premier. Et je les ai trouvées plus mémorables, notamment dû au fait que je les ai trouvées plus matures. D'ailleurs, la plupart elles se déroulent de nuit. Et vraiment, les batailles de nuit, c'est vraiment magnifique. Avec les effets de flammes, les reflets sur l'eau, sur la peau. Franchement, c'est vraiment superbe. C'est une splendeur, hein. Voilà, je ne cesserai pas de le dire. Ce film est une splendeur visuelle. Et comme je l'ai dit, ce qui rend le tout plus mature et plus intéressant à suivre, c'est le fait d'avoir mis un personnage, un méchant, beaucoup plus intéressant que dans le premier. Parce qu'on le dit souvent, hein, pour faire un bon film, il faut un bon méchant, charismatique. Et là, du coup, comme le personnage du colonel Quaritch est beaucoup plus nuancé, finalement on s'attache quelque part à lui. Donc là clairement on est très loin d'un Pocahontas dans l'espace, ce n'est plus du tout la même histoire. Là ça se concentre sur la famille de Sully et finalement les enjeux sont beaucoup plus importants. Moi d'ordinaire j'aime pas les films où ce sont les enfants les héros,
Là, ce ne sont pas les enfants héros non plus, attention, hein. C'est vraiment la famille de Jake Sully en entière. Et j'avais peur justement en voyant la bande-annonce que ça s'attarde trop sur les enfants quand ils rencontrent le peuple qui vit dans l'eau. J'avais peur que ça s'attarde sur leur attachement avec la gamine qui sort de l'eau. Ah, il va tomber amoureux encore. Ça va encore être une histoire d'amour. Ça va encore me gonfler. Parce que le premier, c'est ça, hein, une histoire d'amour de presque 2 heures. Ça m'a bien gonflé et j'avais peur que James Cameron retombe là-dedans, qu'il nous ressorte encore une histoire d'amour. Ça va encore se faire des bisous, ça va encore se connecter les mèches de cheveux à l'arbre ensemble. On va encore voir nos ancêtres et tout. On l'a un petit peu dans le film, mais ça ne se concentre pas là-dessus. Non, ça se concentre vraiment sur la traque du colonel, sur la famille de Jake Sully et sur comment Jake tente de mettre sa famille à l'abri, ses enfants. Et du coup, bah, moi, en tant que père, ça m'a beaucoup plus touché que le premier Avatar. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Ça a été une bonne surprise. Même si, comme je m'y attendais, les méchants humains sont vraiment représentés comme très 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 méchants, sans concession. Et ça serait bien que pour le prochain Avatar, il nuance un peu, il continue sur sa lancée et qu'il nuance encore un peu son sujet. Et qui démontre que finalement, l'être humain a aussi fait des bonnes choses. Hein, il n'a pas fait que détruire. Donc on va dire que James Cameron revient un peu dans mon cœur. Hein, il remonte un peu dans mon estime, contrairement à Ridley Scott avec sa franchise Alien qu'il a complètement ruiné. Là, on va dire que je retrouve un peu du James Cameron de la belle époque. Et je pense que je me procurerai son film en 4K et que je le revisionnerai avec plaisir dans son entièreté. Contrairement au premier Avatar, hein, parce que celui-là, à chaque fois que j'essaye de le revoir, j'arrête au bout d'une demi-heure. Hein. C'est vraiment moi je t'aime, moi aussi je t'aime, j'ai choisi ma femme, c'est toi que j'ai choisi. Pendant 2 heures, c'est long et c'est inintéressant et ça ne me procure aucune sensation. Même si je sais qu'il y en a qui sont tombés amoureux de Neytiri. Hein, ils sont tombés amoureux d'un tas de pixels bleus. Là, excusez-moi, je peux plus rien pour vous. D'ailleurs, oui, encore un petit point négatif. Je voulais revenir aussi sur le personnage de Neytiri dans ce Avatar 2, il est toujours aussi insupportable. Hein, pareil, elle se contente de gueuler, crier, et tous les autres aussi, quand ils se mettent à crier, à faire on dirait des Indiens. C'est cliché. Ça, c'est vraiment cliché. Et puis, alors, ouais, Neytiri, elle ne fait que gueuler. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est appeler. Ah. Essayez d'apporter pareil dans le prochain Avatar, un peu plus de nuance à son personnage, un peu plus de profondeur. Parce que là, ouais, elle fait que beugler tout le long et c'est quand même assez pénible. Mais en dehors de tout ça, je vous le dis, j'ai apprécié ce Avatar à la voix de l'eau. Et finalement, je vous conseille d'aller le voir. Ne serait-ce que pour en prendre plein les yeux, je pense que ça arrive pas tous les jours. Hein. Je pense que c'est un film comme ça, comme je le dis, ça sort tous les 15 ans. Et c'est vraiment un film, pour moi, à découvrir en salle avant tout. Parce que la 3D, je crois qu'il n'y a que James Cameron qui sait la faire. Ils ont essayé de copier la 3D du premier Avatar pendant 13 ans. Ils se sont cassés les dents. Du coup, on voyait plus aucun film en 3D au cinéma. Il faut que ce soit James Cameron qui revienne et qui nous sorte un film en 3D pour qu'on se dise ah bah oui, effectivement, c'est James Cameron le patron. Hein. Il faut que ce soit que James Cameron qui ait le droit de sortir des films en 3D. Parce que il n'y a que lui qui le maîtrise. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je reste objectif. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé, juste pour dire que je n'ai pas aimé et pour le casser gratuitement. Je vous l'avoue, j'ai aimé ce Avatar la voix de l'eau. Et je vous conseille à vous également de vous faire votre propre avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!